Bonjour à tous, nous allons avoir une présentation. On va demander un petit peu de silence, on va en avoir besoin. On va avoir une présentation de Christian Léniard, pour ceux qui ne le connaissent pas. Je suis ici à ma droite. Un passionné de plongée, un plongeur technique, aussi un modélisateur 3D de sites de plongée que nous connaissons pour la plupart très bien. Moi, j'ai plongé quelques fois le 23, je le connais vraiment beaucoup, mais lui, c'est mon maître à penser. Lui, il l'a fait combien de fois dans une saison? Une saison. Dans une saison, presque 200, j'imagine. J'ai des statistiques dans la présentation. Excellent, je ne brûlerai pas le punch. Donc, je vais laisser la place à Christian, puis une bonne présentation à tous. Oui, c'est là que je suis intimidé. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment content d'être là aujourd'hui, puis surtout avec le club H2O La Nodière. J'ai été membre une fois, je pense, mais c'est toujours un club que je suis très bien. Comme ça? Ah oui, OK. Donc cette année? Toujours comme ça. Ça va être difficile. Reste à côté de moi, Alain. Tu peux-tu tenir le micro comme ça? Oh. OK. Donc, je suis là pour vous présenter des projets personnels, des trucs un peu fous que j'ai faits sur des sites bien connus. Mais avant de commencer, Patrick a dit que j'étais plongeur technique, c'est vrai. Je fais de la cave, je reviens comme beaucoup d'entre vous, j'imagine. Oui, non? Y a-t-il des plongeurs cave ici? Oh, oui. Super. Je reviens du Mexique, encore enchanté, puis j'ai juste hâte à mon prochain voyage. J'ai commencé à plonger en mai 2007. J'ai sorti des statistiques parce que c'était important pour moi de vous situer où est-ce que j'étais dans ma démarche de plongeur au moment où j'ai fait ces projets-là que je vais vous présenter. Donc, en mai 2007, et ma première plongée sur le Loch 23, c'est fait le 14 octobre 2007. J'ai commencé à plonger en 2007, en mai. Donc, en octobre, j'avais 40 plongées dans le corps. Et j'imagine que la plupart d'entre vous connaissez le Loch 23, vous êtes déjà allés. C'est un site avec un coefficient de difficulté un petit peu élevé, c'est pas fait pour les débutants. Pour anecdote, on avait plongé à ce moment-là sur le Loch 21. On était avec un groupe de sortie et l'organisateur, en fin de journée, nous a dit « Hey, voulez-vous faire une troisième plongée? » On a dit « Bien oui, on va faire une troisième plongée. On va aller sur le Loch 23. » On ne connaît pas le Loch 23, on s'en va là-bas, on plonge. On se met à l'eau du quai municipal. On a une dive master qui n'est pas ici aujourd'hui, sinon j'en parlerai pas, qui nous suivait avec un marqueur de surface, une bouée qui flotte à la surface, reliée par une corde, tout ça dans le courant du Loch 23. Alors, je vous dirais qu'on l'a perdu 2 fois et on est sorti à mi-chemin. Il n'y a pas eu de catastrophe, mais ça a été une première prise de contact assez difficile avec le Loch 23. C'est devenu, avec le temps, un de mes sites préférés. Je pense parce qu'il y a un mystère pour moi qui entoure ce site-là. Quand on plonge, on ne sait jamais où est-ce qu'on est. On n'a jamais aucune idée de la configuration générale du site. Alors, comme plusieurs d'entre vous, je me suis intrigué. Je me suis dit, à quoi ça ressemble le Loch 23? Mais pourquoi ce site au lieu d'un autre? Je ne sais pas, parce que c'est un grand terrain de jeu, plus grand que le Loch 21. Je vais répéter la question. J'ai demandé pourquoi le Loch 23. Pourquoi le Loch 23 et pas un autre site? Donc, j'ai répondu à la question. Prochaine question. Non, en fait, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais vraiment pas. J'ai pensé, je ne savais pas à quelle audience j'allais m'adresser. Je savais que c'était des plongeurs, mais je ne savais pas à quel point vous connaissiez ou pas le site. Donc, j'ai préparé quelques diapositives pour faire un tour d'horizon. Ça, c'est la fameuse carte aérienne que bien des gens d'entre vous ont déjà vue. Si cette carte-là, cette photo-là n'avait pas existé, je pense que je n'aurais pas pu faire le projet.
parce que ça m'a servi de point de départ pour établir les grandes structures de l'écluse, afin de faire quoi? De la mesurer. Donc, à l'ouest complètement, vous avez une structure qu'on appelle le pump house, et sur une carte d'époque, c'est bel et bien un pump house. Donc, j'imagine que ça servait à approvisionner la ville en eau potable. J'ai retrouvé une photo de l'édifice qui reste. C'est super parce que quand on le visite, c'est des ruines, c'est une cave. Il y avait une espèce de maison là-dessus. Ensuite, vous avez le fameux powerhouse, une petite station génératrice d'électricité. Là aussi, il y a quelques photos sur le web qu'on peut trouver, dont celle-là qui me semblait le mieux représenter l'édifice qui était en place. Pour la suite des choses, il y a quelques noms ici que je vous donne, que j'ai inventés pendant mon travail. Je vais y faire référence, donc je vous les mentionne. Il y a en bas du loch de l'écluse, il y a un grand espace gazonné avec des arbres, il y avait des fleurs. J'ai appelé ça le parc riverain. Ensuite, j'ai nommé 3 lieux des îlots. Toute la partie sud qui touche au parc riverain de l'écluse, j'ai appelé ça l'îlot sud. Vous avez ensuite l'îlot central, l'îlot nord, le long estacade sud, qu'on connaît quand on plonge dessus. Il y avait une ancienne écluse qui avait une estacade que j'appelais l'estacade nord. Aux photos aériennes vues de l'ouest. Ça date de quelle année? Bien, c'est avant 58 parce que c'est là que ça a été inondé. Il y a à cet endroit-là, ici, je pense que c'est là que se trouvent les fameux poteaux de bois qui sont dans une plaine où il n'y a plus de courant. Je pense que c'est des restants de la structure du quai qui est là, ici. Quand vous dérivez, la plage se situe environ ici. Si vous continuez à dériver juste un peu, le long du tombant ici, dans 20 pieds d'eau, vous allez trouver une jetée en terre, au bout de laquelle il y avait un ferry, un traversier qui amenait les gens en villégiature sur les îles dans le fleuve Saint-Laurent. Il reste des boîtes de bois, des structures à cet endroit-là. Donc, quand on termine la plongée et on a un peu d'air, souvent, je me laisse aller jusqu'à un mur qui est le terre-plein. On le descend vers le sud, on bidouille dans les structures, puis on remonte tranquillement, on termine notre plongée. En sortant, on est à peu près juste passé la plage. Il n'y a pas vraiment d'effort ou d'essoufflement. Il n'y a pas de courant. C'est dans 6 pieds d'eau. Donc, on n'a pas à prévoir une grande réserve d'air à partir du moment où on est ici. Remonter à 20 pieds jusqu'à la sortie, c'est négligeable. Pardon? Non, c'est avant le terrain de golf. Le terrain de golf est plus loin, c'est juste avant le terrain de golf. Mais il y a bien des balles de golf dans le coin. Autre photo aérienne qui m'a beaucoup servi. Pas grand-chose à dire là-dessus. Sinon, vous voyez le fameux parc riverain. Là, il y a un super massif de fleurs qui est... Enfin, il n'y a plus de végétation, je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai des photos, je vais en parler un peu plus loin. Vue de l'ouest, le long canal. Photo d'époque, ça devait être assez impressionnant pour les gens qui étaient sur place, là, voir un bateau passer dans l'écluse puis s'élever aussi haut de la structure. Ici, ce que j'ai trouvé intéressant de vous montrer, c'est les enfants qui sont couchés sur la pierre, qui doivent réchauffer leur bédaine. Vous voyez un peu? Ici. Et je pense qu'il y a un enfant là, il y en a d'autres un peu plus loin. Donc, j'imagine que c'était un lieu où les enfants venaient regarder les bateaux. Ça devait être un espace, un terrain de jeu pour eux autres. Maintenant, si on situe tout cet ensemble-là sur la couche d'aujourd'hui, ça ressemble à ça. Donc, est-ce que j'ai... Pourquoi je ne peux pas reculer?
Oh, c'est pas grave. OK. C'est page up. Page up. Ouais. Je sais pas, c'est pas... Numlock. Il manquait d'éclairage. Premier écran. Page up. Page down. Non, Non, j'avance. marche. Page up ne marche pas. Fait que je suis obligé d'aller de l'avant. L'idée, c'était de... Puis là, Alain, tu aurais dû m'arrêter. Les principaux points de mise à l'eau que vous connaissez, c'est à partir de la rue Augusta qu'il y a ici, ou du quai municipal. Et là, je fais une parenthèse pour vous inviter à de la grande civilité quand vous allez sur la rue Augusta en particulier, ou parfois sur l'autre rue à l'ouest que je ne vois pas ici, qui est peut-être un peu plus loin. C'est Old Canal. Old Canal Street, oui. C'est la Old Canal Street, c'est la rue qui descendait puis qui faisait le long du canal puis qui remontait un peu plus loin. Je pense que vous êtes tous du bon monde ici, mais il y a toujours des événements ici et là entourant les plongeurs et la civilité. Moi, ça me choque toujours parce que je suis respectueux des lieux comme la grande majorité des plongeurs, puis je n'ai pas à subir ces assauts-là. Par contre, je pense que c'est important qu'on ait une certaine culture, une préoccupation du respect des lieux, du respect des gens qui sont sur les lieux, et qu'on partage ça avec nos amis le plus possible. Donc, en tant que communauté, bien, si on rayonne, on communique entre nous ces bonnes pratiques-là, on risque d'avoir moins de mauvaises surprises. Donc, mon message aujourd'hui, j'en ai juste un, c'était de vous inviter à avoir toujours ça présent à l'esprit quand vous êtes sur un lieu, puis d'en parler entre vous surtout, pour que le message se propage. Bon, puis j'inviterai aussi les agences au Québec, je ne les nommerai pas, mais à faire des efforts pour mettre en place des campagnes de communication pour le respect des lieux, le respect des gens qui sont à la place. Pour ma part, j'ai beaucoup plongé, comme vous pouvez l'imaginer, à Morrisburg. J'ai toujours trouvé les gens absolument aimables et formidables là-bas. Je me suis fait voler mes cylindres de plongée au bout de la rue Augusta à un moment donné. Je dépose mes cylindres, je les mets sur le bord, je m'en vais jusqu'à la plage municipale déposer ma voiture, je reviens, il n'y a plus de bouée, il n'y a plus de bouteilles. Longue histoire courte, je les ai retrouvés, j'ai pu plonger, mais la police que j'ai appelée a cogné aux portes des gens autour, voir s'il y avait vu quelque chose. Donc, les gens de la place sur les rues Augusta sont venus me voir et ils m'ont dit « Écoute, c'est un problème, mets tes cylindres derrière ma cour. » Ils sont gentils à ce point-là. Donc, la plage, j'aime aussi de cette photo aérienne-là, qu'on voit le loch. Donc, toute la bande noire ici, c'est le canal. Et en général, on s'amuse le long de la structure qu'il y a ici, jusqu'à la fameuse bouée jaune où parfois on peut aller. C'est assez intéressant. Et on est à l'abri du courant à cet endroit-là, parce que c'est dans une dépression. Et donc, si vous ne connaissez pas l'endroit, il y a une caractéristique à savoir, c'est au fur et à mesure qu'on plonge, on s'éloigne de la berge. On s'en va vers le large. Donc, il y a un enjeu pour le plongeur côté sécurité, parce que plus on avance, plus on est loin de la sortie. Oui, c'est ça. J'ai sauté ma mise à l'eau. Et la plage est tout en haut. Bon. C'est toi, ça? Oui, c'est moi. Alors, l'idée, c'est quoi l'idée? On est à l'hiver 2002. J'ai regardé, ça fait 2012, donc ça fait 5 ans que je plonge. J'ai regardé, j'ai 300 plongées dans mon logbook. J'ai commencé une saison avec une bouteille en simple dans le dos. Je suis rapidement passé en side mount, une bouteille de chaque côté. Donc, j'ai dû faire au moins 250 plongées en side mount à ce moment-là. J'ai eu 2 super bodies de plongée que j'ai rencontrés rapidement, avec qui on plongeait toutes les fins de semaine. Quand il y en a un qui n'était pas disponible, je plongeais avec l'autre, ça me permettait de plonger en masse. Et ça s'est soufflé un peu en 2012, pour des raisons diverses. Là, nos chemins se séparaient tranquillement. On était à l'hiver et je ne me rappelle pas pourquoi, mais j'étais parti tout seul en voiture
Il y avait un couvert de neige. J'allais vers Morrisburg. J'étais parti avec ma caméra GoPro et je savais que je voulais tourner un bout de film. Et j'étais dans un mood assez artistique. J'avais des idées qui me planaient dans ma tête quand je roulais sur l'autoroute en direction de Morrisburg. Et il m'est venu l'idée de tourner un petit clip. Un clip que je vais vous montrer. J'allais passer le bout le plus important. Je contemplais le plaisir que j'avais en roulant vers là-bas. Puis je me trouvais choyé d'avoir cette belle journée-là. Et je me suis dit, c'est là que l'idée est venue. Je me suis demandé, ben, est-ce qu'un jour, je vais me lasser du Log 23? Est-ce qu'il va y arriver un jour où j'aurais plus envie d'y aller? Je vais avoir brûlé ce site-là pour moi. Fait que là, je me suis dit, ben non, je ne sais pas si ça va arriver, mais si ça doit arriver, ça ne serait vraiment pas agréable, ça ne serait pas le fun. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire pour prolonger le plaisir? Est-ce que je peux faire quelque chose pour m'assurer que le plaisir perdure, que je puisse en rajouter tout le temps? Là, je me suis dit, il faudrait que je me donne une mission, il faudrait que j'aille faire quelque chose d'autre que juste plonger sur l'écluse. Faire quoi? Qu'est-ce qu'on peut bien faire quand on s'en va sous l'eau, à part plonger? Donc là, je me suis dit, ben, je pourrais le mesurer. Je pourrais mesurer l'écluse. Avec un galon à mesurer. Mesurer une écluse. Ouais, c'est ça. C'est assez fou, c'est assez niaiseux. Je pense que je vais le faire. C'est un peu comme ça que l'idée m'est venue, tout simplement. J'ai trouvé ça tellement stupide et saugrenu et inutile que je me suis dit, ben ouais, OK, je pourrais mesurer. Comme ça, c'est tellement grand. Écoute, j'en aurais pour l'éternité à mesurer ça. Comme ça, je pourrais prolonger mon plaisir indéfiniment. Ouais. Ouais. Fait que là, il faudrait que je planifie qu'est-ce que je fais avec les mesures. Il faut quand même que j'ai un but, sinon je vais m'ennuyer, je vais arrêter. Parce que je ne suis pas un gars très motivé de nature. Donc, j'ai comme ça formulé un projet. Je me suis dit, si je le mesure, je peux en faire un modèle 3D, un modèle informatique. Moi qui adore bidouiller dans les ordinateurs, ben oui, je pourrais aller plonger, puis pendant la semaine, saisir mes données, je ne sais pas comment encore, dans un logiciel qui doit bien exister, ça doit exister, et voir les bouts qui manquent, puis répéter ça jusqu'à temps que j'ai un résultat final. Puis après moi, je ne me rendrai pas au résultat final, mais je vais prolonger mon plaisir. Fait que tout ça me trottait dans la tête pendant que je roulais vers Morrisburg. Et ça, ce n'est pas une photo de cette journée-là, mais c'est une photo que j'ai trouvée dans mes archives qui ressemble pas mal au genre de journée. Sinon, c'était ensoleillé. Il n'y avait aucun vent. Le fleuve était plat. D'habitude, le fleuve, il y a des petits moutons. Là, il n'y avait pas de vent, donc le fleuve était vraiment comme un miroir. C'était vraiment une journée spéciale. Cette journée-là, je suis plongé, je vous dis d'avance, j'ai eu la meilleure visibilité que j'ai jamais eue sur ce site-là. Au moins 100 pieds. C'était incroyable. En 2012, OK, 2012. Oui, oui. Je regardais le canal, je voyais le mur, je voyais le canal qui remontait, puis je voyais les anciennes terres où il y avait les maisons. Quand je suis arrivé à la structure, je voyais tout. Je me suis dit, c'est plate, il n'y avait pas de poissons. Enfin, il n'y avait que de poissons, mais il n'y avait pas. Ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y avait pas de végétation. Le temps était arrêté. L'eau était froide, mais je n'ai pas gelé. Je me suis même permis de faire surface en plein milieu du fleuve, comme il n'y avait pas de bateau. Je me suis permis d'aller oser me faire peur et sortir et contempler l'eau et redescendre. Ah oui, il n'y a pas de son? Non, pas grave. Je vais essayer de mettre du son. Haut-parleur?
Ça augmente. Ah, ben oui. Et t'étais ça? Ouais. Fait que t'es ton cours solo. T'es ton cours solo. Ouais. C'est pas ça. Technique. Je vais en parler. Non, non, c'est lui. On dirait des ruines, mais... Des limpides. T'es doré. Ouais. Oh, il y a une voix, ça. Oui, c'était mon cadeau de Noël, le 26 décembre. OK. Les prochaines diapositives, c'est comment on mesure une écluse, comment on s'organise et comment, en tant que plongeur, on s'arrange pour sortir de là en vie et heureux. T'sais. Première question, c'est quoi mesurer? Je pense que vous avez tous en tête, c'est pas compliqué. Largeur, profondeur, hauteur. J'ai un cube, je suis capable de mesurer un cube. C'est vrai, mais encore faut-il que ce cube-là, on puisse se placer dans l'espace. Il est où? Il est orienté comment? La plupart du temps, comme j'avais une photo aérienne qui décrit l'ensemble de l'ouvrage, je pouvais mesurer une petite partie et pouvoir la coller sur l'autre partie d'à côté. Donc, je savais comment positionner les choses une à côté de l'autre. Ça a été bien pour les grandes parties que j'ai mesurées. Mais il y a eu beaucoup de petits détails où vraiment il fallait que je regarde c'est quoi son orientation dans l'espace et à quelle profondeur elle est située. Quand je mesure un plancher au log 23, il est où par rapport à l'autre plancher un petit peu plus haut? Il est où par rapport au haut du mur? Donc, ABC, ça va. D, je me suis donné un signe, la petite croix dans un cercle, ça veut dire boussole. Je mesure le cap de ce tranchant-là. Et ensuite, pour mesurer une profondeur, bien, je me suis un petit T inversé. Donc, ça, c'est toutes mes mesures à prendre. Pour la route, je vais y revenir. Maintenant, c'est bien simple quand vous voulez mesurer une écluse. Ça prend une boussole, un carnet, puis un gallon à mesurer. C'est à peu près tout. C'est ce gallon-là. Oui, c'est vrai, j'ai ça là. C'est bien de m'en parler parce que je l'avais oublié. Je les ai apportés pour vous parler d'un truc. Bon, il se vend des carnets, des wet logbooks, je ne sais pas comment appeler ça. C'est fabuleux. C'est un carnet avec un étui dans lequel il y a des pages en plastique et on écrit avec un stylo, pas un stylo, avec un crayon à encre, pas encre, mais à mine, du plomb, c'est ça que je cherchais. Fait que ça ne s'efface pas sous l'eau, il n'y a aucun problème. Puis en dehors de l'eau, on peut l'effacer si on veut réutiliser la feuille.
Ce qui est pratique aussi, c'est la bande d'élastique qui vient couvrir les feuilles. Parce qu'une fois que j'arrive sur le site, j'ouvre mon carnet à la bonne place pour prendre mes mesures. Si je laisse tomber mon carnet, il pogne dans le courant, les feuilles revolent. Puis après ça, avec mes gros gants, il faut que j'essaie de retrouver où est-ce que j'étais dans mon carnet. Donc avec l'élastique, il peut se promener tant qu'il veut. Je le reprends, je suis à la bonne place. C'est des détails, vous savez, sous l'eau, on est limité par l'air qu'on traîne. Plus qu'on passe de temps à ne pas mesurer, plus ça nous coûte cher de mesurer. Il y a aussi les sangles, oui, qui servent à ça. Donc, une fois qu'on les a dans les mains, on sait qu'on peut les laisser tomber et on ne les perdra pas. Ils ne vont pas vraiment partir dans le courant, mais ça s'est avéré utile. Je vais vous en parler un peu plus tard. Un galon à mesurer acheté à la quincaillerie, ça fait un excellent travail. Je pense que c'est du fibre de verre, le matériel. En fait, ça ne se dégrade pas sous l'eau. Celui-là, il a fait bien de la job. Il n'y a rien qui a rouillé. C'est vraiment très bien. J'ai attaché une clip parce que souvent, sur le site où je mesure, j'ai parfois besoin de laisser mon galon pour toutes sortes de raisons, mais je vais facilement le clipper sur un des rings et l'oublier. Il est là, quand j'en aurai besoin, je vais pouvoir le reprendre. Et il y a une sangle également parce que quand je travaille, j'en ai besoin. Des piquets de tente. J'ai fait le travail tout seul la plupart du temps. J'ai eu un peu d'aide. Mais quand j'étais seul, j'arrivais à me débrouiller avec un galon, mais parfois il fallait vraiment mesurer des grandes distances. Ou à certains endroits, je trouvais que le terrain avait un relief qui méritait d'être mesuré. Je voulais reproduire les petits vallons, les petites collines. Donc, comment on fait? Bien, on crée un quadrillage et on prend des mesures sur chaque intersection de lignes. Donc, pour ça, ça me prend des piquets à planter pour pouvoir dérouler une corde tout autour et tracer un quadrillage. Les piquets, ça s'est très bien passé. À droite, vous voyez qu'ils sont reliés par un bungee à un crochet. Je passerai les détails, mais ça se défaisait très bien sous l'eau. Je ne perdais pas mes crochets. Je pouvais en sortir un, rattacher le bungee pour sécuriser le tout, remettre la clip sur un des rings, puis laisser ça traîner sans m'en soucier. Ça me suivait, ça ne se détachait pas. À gauche, bien, c'est un détail pour attacher le galon à mesurer. Quand je veux mesurer une longue distance, bien, j'avais fait une petite encoche dans le piquet de tente pour que je puisse bien caler le ruban à mesurer. J'ai rapidement divisé tout l'ouvrage en spots, je ne sais pas comment appeler ça, des zones, des sites, des lieux de travail que j'ai numérotés. Donc, vous en avez là, c'était comme le numéro 1 qui est placé un peu nulle part, ça veut dire aller explorer ce bout de mur-là, puis le documenter. Il est fait comment? Est-ce qu'il est en pente? Est-ce qu'il est droit ou il est légèrement incliné? Est-ce qu'il y a des escaliers à certains endroits? Donc, c'est ma zone 1. Et j'en ai identifié comme ça une quinzaine que j'ai reporté sur mon carnet dans la pochette qui était là, sur une feuille. Comme ça, sous l'eau, si j'avais un blanc de mémoire, bien, je pouvais savoir, coudonc, la zone 4, c'est où déjà, où est-ce qu'il faut que j'aille? Bien, c'est écrit dans mon carnet. Dans le carnet, vous voyez, il y a 2 pages. La première d'en haut, dans la première d'en haut, je créais un croquis du lieu à mesurer dans cette plongée-là. Pour la plongée X, j'avais comme mission d'aller mesurer cette partie-là du site. En haut à gauche, il y a un cercle avec le numéro 17 dedans. C'est dans la zone 17 de l'écluse. En bas, c'est mes données. Donc, en haut, c'est le plan de plongée, puis en bas, c'est l'exécution de la plongée. Donc, c'est mon croquis de référence avec le numéro de site auquel se rapporte le dessin. C'est peut-être pas évident, mais bon, je ne sais pas si vous reconnaissez cette structure-là qui est quand même dans le canal, mais j'ai quelques pages où j'ai un cube ou un escalier, et 3 semaines plus tard, quand j'ouvre mon carnet pour faire ma saisie à l'ordinateur, puis que je vois un escalier,
Bien, la plupart du temps, je ne me rappelle plus c'était quel escalier de l'écluse. Fait que s'il est identifié dans une zone, OK, c'est l'escalier de la zone X, puis il y a juste un escalier dans cette zone-là, donc je sais où le mettre. Donc, c'était vraiment pratique pour ça. Donc, vous avez un exemple. La première mesure que j'ai à faire, c'est la A qui me dit de mesurer la profondeur avec mon ordinateur de plongée. J'arrive, je le colle dans le fond, ça indique 43 pieds. Donc, en bas, je vais indiquer à côté de A, 43 pieds. Un angle à mesurer. J'ai une largeur aussi, vous pouvez deviner. Une profondeur, des largeurs, du matériel à mesurer, toutes sortes de trucs à mesurer. Et en bas, c'est la collecte de données. Donc, c'était vraiment mon plan. Et ce que j'ai découvert rapidement, c'est que ce n'est pas le bon moment de réfléchir quand on est sous l'eau, puis de se dire qu'est-ce qu'il faudrait bien que je fasse. L'idéal, c'est de le faire avant la plongée. Et vous connaissez l'expression « plan your dive, dive your plan ». C'est vrai tout le temps. C'est vrai, peu importe ce qu'on fait, c'est vrai quand on mesure des écluses. Planifier le plus possible et exécuter sans réfléchir. Ça nous laisse beaucoup d'espace dans la tête pour veiller à sa propre sécurité, veiller aux imprévus. Et surtout, c'est une façon de rentabiliser la collecte de données parce que, mine de rien, c'est quand même une journée investie à aller chercher A, B, C, D, E, F, G, H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, dans cette plongée-là, j'ai fait 8 mesures. Ça va me prendre combien de plongées pour finir le travail à 8 mesures par jour? Donc, vous voyez que c'était important de maximiser mon affaire. Sans faire une folie, mais bon, sinon tu te dis à quoi ça sert de perdre son temps. Maintenant, la route. En haut à droite, sur chaque page, j'ai toujours indiqué route 2 points. Parce que il y avait quelque chose d'un peu touché qui vous apparaît évident maintenant. Quand j'ai une profondeur à mesurer sur un plancher, je m'en vais sur le plancher, je mets mon ordinateur de plongée, qui me dit tout fièrement, c'est 43 pieds de profondeur. Je suis tout content de moi. Je rentre ça dans mon ordinateur, 43 pieds de profondeur. Bien, c'est 43 pieds par rapport à la surface de l'eau. Et la surface de l'eau, elle change de hauteur. Donc, ce qui est 43 pieds un jour peut être 40 pieds la semaine suivante, peut être 39, peut être 38. Alors, mes objets, comme ça, dans mon modèle, ils vont se promener en hauteur. Ils ne s'ajusteront pas. Donc, j'ai un foutu problème. Alors, comment faire? Bien, il faudrait que je mesure par rapport à un point fixe. Un point fixe dans les lieux, qui ne bouge pas. D'où l'idée d'aller mesurer la route à chaque plongée. Donc, vous avez l'écluse. Et vous savez peut-être la fameuse Canal Street Road qui passe tout le long du canal. Il y a un chemin d'asphalte qu'on croise, peu importe d'où on part, on est obligé de passer par-dessus pour se jeter dans le canal. Et comme je plongeais souvent du quai municipal, bien, je me suis dit, je vais mesurer la profondeur de la route quand je passe dessus avec mon ordinateur. Je saurai à quelle hauteur est la surface. C'est 12 pieds en général. Si vous ne savez pas, vous allez bien dormir ce soir, sachant que la route était à 12 pieds de profondeur à Morrisburg. Donc, souvent, je partais du quai municipal, je traçais vers la structure, et là, je m'arrêtais. Dans mon carnet, j'indiquais 12 pieds. Donc, mon carnet était déjà dans mon poignet, plutôt le poignet gauche, à ce moment-là. Donc, entre la mise à l'eau et la route, il fallait que je le sorte de ma poche, que je le mette sur mon poignet, que je serre le collet. L'élastique était déjà, depuis la maison, bien placé sur la bonne page. J'avais juste à sortir les crayons puis dire 12. Ce qui suit, c'est des exemples de mesures que j'ai faites pour vous donner une idée un peu de quoi ça peut ressembler. Ça peut devenir vite confus. Ça, c'est une plongée. C'est une plongée, ça. Ça durait combien de temps? Bon, bien, je vais en parler un peu plus tard, mais ça durait peut-être 2 heures. J'ai eu des plongées de 3h30. Je ne suis pas sûr, j'ai peut-être fait 4 heures sur l'écluse à un moment donné. D'où l'idée de plonger side mount ou en double, parce qu'en simple, il faut retenir sa respiration pas mal rapidement. Ah oui, il y avait par souci d'efficacité, puis surtout, vous savez qu'il y a un courant à cet endroit-là. Donc, quand on se déplace, en général, on n'a pas trop le choix de partir de l'amont vers l'aval ou de l'ouest vers l'est.
Si moi, j'écris un plan qui me dit de partir de l'est puis aller vers l'ouest, je vais m'essouffler en torieux, puis ça ne sera pas évident. Donc, dans mon plan de plongée, je m'arrangeais toujours pour partir de l'ouest vers l'est, donc suivre le courant en prenant mes mesures. Donc, vous avez des exemples de trajectoires ici que j'essayais d'optimiser. Il y a quelques je appelle ça des escaliers. Il y a quelques escaliers à l'écluse 23. Fait qu'un jour, je me suis choqué, je me suis dit, bon, ben OK, on va toutes les mesurer. Comment on va faire? Ben, un escalier, c'est un escalier. Hein? Il y a des marches, il y a des hauteurs, il y a des largeurs, puis il y a un nombre de marches à faire. Fait que je peux comme ça créer un tableau, puis chaque colonne, c'est un escalier. Sur le site numéro 7, il y en a 2 sur le site numéro 7 apparemment. Il y en a une sur le site numéro 12, une sur le 15, une sur le 4. Et j'ai sûrement pas tout fait ça en une plongée. Je me souviens pas, mais j'ai dû planifier comme ça 2-3 fins de semaine où j'allais faire le tour des escaliers en place. Puis, il y a les bollards qui sont quand même incontournables. J'ai trouvé... La mesure numéro I, c'est la hauteur d'un bollard. J'ai 2 colonnes parce que j'ai trouvé 2 types de bollards. Il faut vraiment être... c'est fait de bonheur pour faire des trucs de même. Il y a un bollard qui mesure 1 pied 2 pouces, puis il y a un bollard qui mesure 7 pouces et demi de haut. Ça aussi, je pense que vous allez bien dormir, sachant ça. Qui a dit ça? Ça te travaillait. Puis, il y a des plongées où c'est un peu plus confus. J'en ai sorti une. Ça, je dois avouer que j'ai un peu de difficulté à comprendre ce que j'ai fait le soir suivant. Narcose. Oui, la narcose à 40 pieds, ça. On est bien enthousiaste, on voit des trucs qu'on n'avait pas prévus. Je fais des notes en haut pour essayer de noter ça. J'arrive chez moi, je ne comprends plus rien. Fait que là, la semaine suivante, il faut que j'y retourne, il faut que je recommence. c'est pas mal ça qui s'est passé. Donc, le point F en bas, 8 pieds plus point d'interrogation, 3 ou 4 pieds. C'est ça, des choses qui arrivent. Bon, maintenant, les défis pour le plongeur. Si j'en oublie, vous pouvez en parler. Je trouve que c'est une très belle photo que Jean-Louis Courteau a fait de moi. C'est en début de saison parce qu'on voit que la végétation n'est pas encore poussée. Il y a des morceaux qui se détachent. Jean-Louis m'a accompagné et à ce moment-là, probablement qu'on a mesuré une très grande longueur et on avait convenu que lui tenait un bout du rouleau. Il s'arrêtait et il le tenait. Puis moi, je déroulais ça jusqu'au point voulu. Je prenais ma mesure. Et quand j'étais prête, je donnais 2-3 coups sur la ligne. Et lui attendait. Puis quand il y avait vraiment des coups certains, c'était le signal « OK, j'ai fait ma job, tu peux lâcher ça, puis t'en venir tranquillement. » Moi, j'aurais juste à rouler mon galon à mesurer, puis on fera le prochain point. Vous voyez en arrière mon piquet de tente qui essaie de flotter comme ça. J'ai sûrement plein de gréements, de clippings un peu partout. Donc, les défis du plongeur, avant tout, c'est une plongée. Donc, il faut le faire de façon sécuritaire. Je vous ai sorti les chiffres. J'avais 300 plongées de fait. J'avais mon cours de décompression de fait. Je n'ai pas pris de cours side-mount. J'estime que ce n'était pas nécessaire, mais je me suis attaqué à ce problème-là, sachant que j'allais plonger seul et sachant que j'avais de la redondance et des compétences nécessaires pour plonger de façon sécuritaire. C'est un débat dont on peut parler, mais c'est comme ça que je me suis présenté sur le site. J'aurais jamais fait ce projet-là avec un seul cylindre et je vous déconseille de vous lancer dans une tâche comme ça en solo avec un seul cylindre. Je pense qu'il faut être prêt à, autant que possible, traîner son body avec soi si on décide de plonger seul. Je vais m'arrêter sur cet aspect-là parce que ce n'est pas le but de la présentation, mais je tenais quand même à clarifier les affaires et vous dire où est-ce que je me situe là-dedans. Ensuite, il y a toute la couche mesure de données, qui est en anglais du task load, donc qui vient s'additionner aux préoccupations de plongée qu'on a. Et comme là, je me suis souvent retrouvé en situation où je dois maintenir une flottabilité parfaite à un endroit X, parce que là, je viens de prendre une mesure et j'ai besoin de sortir mon carnet,
Donc, d'oublier quelque part la plongée, pendant quelques secondes, sortir mon carnet et me concentrer sur la job de mesurage. Et tout ça en étant assez confiant que les compétences de plongée étaient suffisamment matures chez moi pour que je n'ai pas à m'en préoccuper. Donc, il y avait une partie de mon cerveau qui veillait toujours à la plongée. Il y avait une autre partie de mon cerveau qui pensait à comment bien faire mon travail pour obtenir le plus de données possible. Combien de temps j'ai passé? Les plongées duraient à peu près 2 heures avec 2 cylindres, mais quand la température de l'eau montait assez suffisamment, je plongeais avec un 3e cylindre. Donc j'avais 2 cylindres, 85 pieds cubes en aluminium, qui me donnent 95 pieds cubes d'air chaque côté, plus un 80 pieds cubes que je traînais. Avec ça, dans pas très profond, j'ai pu faire 3h30, 4 heures à certains endroits pour relever du terrain. Ça m'est arrivé près de la bouée jaune, donc au bout du monde. Pour moi, ça a toujours été un peu stressant d'être là, je dois vous dire. À regarder la pression sur mon stage, puis m'apercevoir qu'il y a moins de 500 pieds cubes là-dedans et que je suis passé tout droit, j'ai oublié de me garder une marge de sécurité. Bon, j'avais de l'air dans mes 2 cylindres, il n'y avait pas de problème, mais pour un cylindre, j'avais raté la coche. Et heureusement que j'avais d'autres cylindres pour compenser. Il n'y avait pas de décompression, il y avait le courant. Ah oui, le courant. le courant au log 23. Oui, c'est un détail. Je vous ai parlé de ma première plongée. On s'est perdu. On a perdu la Dive Master qui est allée courir après sa ligne qui dérivait à la surface. C'est un site qu'on peut détester ou qu'on peut adorer. Et ce que je ne soupçonnais pas en faisant ce travail-là, c'est que j'ai appris à lire le courant à cet endroit-là. Le courant change de configuration s'il rencontre un obstacle. Il peut accélérer parce qu'il rentre dans un entonnoir. Il peut s'élever parce qu'il passe par-dessus une structure. Il peut faire des tourbillons, ce que j'appelle un contre-courant, parce qu'il contourne un obstacle et pour des raisons qui me sont mystérieuses, il revient et même remonte le sens du fleuve Saint-Laurent. Et si on sait lire tout ça, on sait en profiter, on sait s'amuser là-dedans. Par exemple, si vous avez l'écluse en tête, il y a une structure arrondie, la première qu'on rencontre quand on arrive à l'écluse. Une énorme structure arrondie, un grand mur, et en haut de ça, il vente. Et oui, très fort. Et il fallait que je le mesure, cet endroit-là. Ce n'est pas le premier endroit que j'ai pris. J'ai commencé par des lieux plus faciles, mais quand je me suis attaqué à ça, j'ai compris que j'étais le vent dans le nez et que je n'étais pas capable de rester sur place, mais que si je m'abaissais de 6 pouces, à peu près ça d'eau du sol, le courant arrêtait. J'étais dans de l'eau qui ne bougeait pas. Donc, il y a des interstices dans le fleuve où on peut se placer et profiter de l'endroit. Et donc, si on sait lire le courant, on peut vraiment s'amuser et se dire, tiens, je ne parle même pas, je suis immobile et le courant, il passe au-dessus de la tête. C'est fabuleux. Et si on est dans une veine où il vente, qu'est-ce qu'on fait? On se laisse aller. On ne se bat pas. On ne se bat jamais contre le courant. Parce qu'on s'essouffle, parce qu'on risque de se mettre en danger. Et comme je suis seul, c'est encore plus important de ne pas me mettre en danger. Maintenant, ça c'est un profil d'une des plongées que j'ai fait à Morrisburg. Quelques chiffres. J'ai regardé dans mon logbook, ça m'a pris 56 plongées pour mesurer l'ensemble de l'écluse, du pump house jusqu'au bout de l'estacade, et même plus loin, qui ont totalisé 96 heures de plongée et qui se sont étalées de décembre 2012 à septembre 2018. J'ai été assez passionné la première année, puis ça a tranquillement diminué, puis à un moment donné, ça s'est arrêté, juste 5 ans plus tard. C'est peut-être pas fini parce qu'il y a des bouts que je n'ai pas mesurés, puis je me dis, un jour, je vais y retourner. Puis en faisant des présentations comme ça, ça me donne envie de terminer le travail. Et je sais qu'il ne sera jamais terminé. Bon, une fois que j'ai pris mes mesures, ça fait pas 44 minutes que je parle? OK, je vais accélérer. OK. Laisse-toi aller dans le courant.
Oui. On est à la diapositive 37 de 83. Je connaissais SketchUp comme logiciel pour saisir mes données. SketchUp, c'est un logiciel d'entrée de gamme, facile à utiliser, facile à apprendre, qui permet de faire des modèles 3D. Non, je n'ai pas la bonne diapo, c'est pas grave. Je me suis vite aperçu que c'est un logiciel qui était limité quand on veut faire de la modélisation poussée, en particulier pour ce qui est de ce qu'on appelle les textures. Une roche, ça doit ressembler à une roche, puis un bout de métal rouillé, ça doit ressembler à de la rouille. Dans SketchUp, on peut prendre une photo de rouille et mettre ça sur une surface, puis dire voilà, c'est de la rouille. Mais ça n'a pas l'air vrai, cette affaire-là. Puis je me suis dit, bien, pourtant, quand on regarde des films, puis il y a du CGI, du Computer Generated Imagery, ça a l'air vrai. Fait que, il doit bien y avoir moyen d'avoir un Log 23 qui est un peu réaliste. Fait que je suis passé de SketchUp à Blender. Blender, qui est encore un logiciel très puissant, de qualité professionnelle, qui n'a rien envié au logiciel utilisé à Hollywood pour faire du CGI, mais qui est open source, entièrement gratuit et géré par une fondation sans but lucratif en Hollande, je pense. En tout cas, c'est européen. C'est un logiciel qui est pas mal plus difficile à apprendre, mais qui peut être très puissant. Donc, je sais que tu l'utilises. Je ne me considère pas du tout comme un expert Blender. Je suis un amateur qui a utilisé cet outil-là au milieu de ses connaissances pour essayer d'avoir quelque part une image dont un vieux de Morrisburg pourrait dire « Hey, je me rappelle de ça, j'étais là. » Donc, pour que l'image soit assez vraisemblable pour évoquer un peu à quoi ça pouvait ressembler. Il n'y aura pas de démo, parce que j'ai un problème d'ordinateur et je ne peux pas lire mes fichiers Blender, mais de toute façon, ça va écourter la présentation, ce n'est pas méchant. En gros, dans la modélisation, on crée des points dans l'espace 3D. Et ces points-là sont reliés par des lignes qui forment des polygones. Et à l'intérieur d'un polygone, il y a une surface. Donc, vous avez ici un exemple d'un bolard que j'ai modélisé avec les points, les lignes. Ça s'appelle un fil de fer. Et ensuite, quand on rajoute la surface dans le logiciel, ça ressemble à ça. Ah, je ne peux pas reculer. On rajoute des modificateurs pour amplifier la beauté de l'objet. Il y en a un qui met du arrondi, par exemple, ça c'est plus vraisemblable. Il y a toutes sortes de modificateurs là-dedans. Ensuite, quand on rajoute les textures, ça peut ressembler à ça dans SketchUp. C'est-à-dire que sur les surfaces, dans le logiciel, on peut lui dire « mettre telle photo ». Donc, j'ai photographié de la rouille et le trottoir, c'est un trottoir qui est dans mon quartier, j'ai vu. Je me suis promené pendant ces années-là à regarder à terre, à photographier des bouts de trottoir, des bouts d'écorce, des bouts de feuilles, des bouts de rouille, du métal, toutes sortes d'affaires que le monde ne photographie pas d'habitude. Pourquoi? Bien, pour avoir des photos de référence pour mettre dans le modèle. Et ça, c'est ce que SketchUp ne pouvait pas faire, c'est-à-dire du rendu dans un monde virtuel avec du soleil, avec la lumière qui rebondit, qui vient prendre la couleur des objets autour et qui va la porter sur ce qu'on veut, avec les notions de reflet comme un miroir dans la matière, ou encore la matière translucide qui absorbe un peu comme la peau ou la cire, un peu transparente, qui nous donne une idée d'une profondeur. Donc ça, c'est ce que Blender peut me permettre de faire et ce que SketchUp ne me permettait pas de faire. Et bon, ça donne quelque chose qui était quelque part entre le vrai et le faux. Là. Ça nous inspire un peu que c'est réel ce qu'on a devant nous. Un exemple que j'étais fier de moi, j'ai réussi à faire une texture de fer peint en peinture qui a vieilli avec le temps. Quand je parlais d'objets, j'ai le canal sud. Si on enlève l'îlot sud de l'îlot central, entre les deux, c'est le canal. J'ai un fichier Blender pour le canal sud que vous voyez là. Maintenant, je pense que c'est quelques rendus que vous avez du parc riverain de l'îlot sud. Donc, c'est à ça que ça pouvait ressembler, ce lieu-là sur lequel on plonge.
Tout ce qui est là, je l'ai obtenu, enfin, tout c'est vrai, c'est-à-dire que le poteau, le lampadaire qu'il y a au bout, ça vient d'une photo. J'ai réussi à voir sur la photo que le lampadaire n'était pas situé en haut complètement, il était un peu au milieu. Il y avait un massif de fleurs, il y avait un banc de parc, un drapeau britannique ou en tout Union Jack, là, et c'est vrai qu'il était là. Et je vous invite à noter l'escalier qu'il y a là. Il y en a un peu plus loin qui est caché par le feuillage. C'est un trottoir de ciment qui descend, c'est du ciment, 2-3 marches. Je sais qu'il y avait une rampe en bois qui était là. Ça, c'est une photo d'époque que j'ai trouvée, qu'on peut trouver facilement sur le web, ce qui est le parc Riverain avec son fameux massif. Ça devait être assez intéressant d'aller faire un tour à l'époque là-dessus. Ça, c'est mon rendu, où j'essayais de faire en sorte que ce soit le plus vrai possible. Un peu plus vraisemblable, le même parc, avec du gazon et le gazon en modélisation. Pour moi, c'est l'enfer. Je ne sais pas s'il y a des recettes, mais le gazon rajoute des millions de points et de lignes, et ça nous prend une bombe comme ordinateur pour être capable de gérer ça. Et l'ordinateur, souvent, il plante, il n'est pas capable. Donc là, je ne suis pas capable de générer du gazon sur l'ensemble de la structure parce que ça fait trop de points, trop de lignes. Ce n'est pas gérable par un ordinateur commun. Et ça fait toute la différence quand on met une image de fond qui ressemble, c'est pas la vraie, c'est une image qui n'a aucun rapport. Je pense qu'il y avait de la terre, en tout cas. Mais ça donne beaucoup de vraisemblable au rendu. Oui, je suis assez fier de celle-là. Et il y avait un lierre sur un poteau que vous voyez à gauche. Il y avait vraiment un lierre à cet endroit-là. L'été qui devait pousser, puis tout couvrir, puis retomber, une avalanche de végétation. Vue du fleuve, quand on passait à côté du parc Riverain, il y a 2 backhouses, 2 toilettes. Il y en avait 3-4 sur le site. J'ai découvert ça. Donc, ça, c'est le soleil qui est placé vraiment là où il doit être en fin de saison. Septembre ou octobre, il se couche à l'ouest, il est rendu là. Donc, j'ai fait un calcul, j'ai mis le soleil, je me suis dit, je veux que ça soit vrai. Ça ressemble à ça. En mai 2018, il y a un énorme bateau qui est venu s'échouer sur le lac 23. Il n'est pas à bonne place sur mon modèle. Il devrait être, vous voyez le parc Riverain, et vous avez les 2 escaliers, donc une bande de terre qui doit être peut-être haute comme ça. Ça monte, et ensuite, il y a l'île au sud. Eh bien, le bateau, il est arrivé comme ça, et il est venu s'encastrer sur le côté du côté. Il a ramassé avec lui les 2 escaliers de béton. Il a tout cassé. Il a creusé un sillon plus large que la table, aussi haut que la table, dans l'argile, et il est venu s'arrêter comme ça, là où il est en ce moment. Donc, il est venu casser un peu de la structure, puis on peut le voir encore, les dégâts de nos jours. Heureusement qu'il n'est pas venu s'échouer ici. Il serait venu casser davantage de choses, ça n'aurait pas été intéressant. Cet endroit-là, j'ai toujours trouvé ça vraiment le fun de me rendre là. Il n'y a plus de courant. On souffle un peu après les péripéties, puis on relaxe avant de repartir. Maintenant, l'îlot central. Des tests avec de l'eau. Pardon? Les fluides, c'est tough à gérer. Les fluides, c'est difficile. Ça aussi, ça demande beaucoup de puissance de calcul d'ordinateur. Vous voyez qu'il y a de l'eau qui est sur un étage ici, puis il me semble que ce n'est pas tout à fait normal, cette affaire-là. Ouais. Puis vous avez un homme sur les portes d'écluses là, qui sont à l'ouest, une véritable hauteur, une hauteur typique. Donc, ça donne une idée un peu de la taille de la chose. L'île au nord, j'ai moins d'images. Celle-là, je l'ai générée parce que j'en avais pas. Il y avait une centrale électrique. Je ne pense pas qu'il y avait de barrage électrique à cet endroit-là, mais il y avait vraiment un poste de transformation électrique qui était situé sur le petit bassin qu'on a avant de sauter plus loin.
J'ai trouvé des cartes qui me donnaient un peu une idée du relief dans les environs, sur la rive sud, la rive nord de Morrisburg. Donc, j'ai mis ça dans le logiciel et j'ai mis de l'eau à la hauteur où ça devait être à l'époque. Ça nous donne une idée approximative de qu'est-ce qu'il y avait du côté sud quand on regardait l'écluse. Oui, deuxième projet, la numérisation d'objets sous l'eau. Je vous l'ai dit que je fais de la plongée cave. J'étais à Jailhouse, à Tulum, près de Tulum, dans le Yucatan, au Mexique, dans une cénote noire. Une entrée, c'était un trou boueux. Il fallait passer par une corde qu'on voyait à peine, donc on la tenait pour descendre jusque dans un passage étroit, tournant en L, qui là arrivait sur l'espace qui était intéressant. Belle visibilité, des tunnels qui nous faisaient descendre jusqu'à l'eau de mer, et ça devenait bleu, et là, tout à coup, tout s'éclairait. C'était un endroit avec des couleurs incroyables. Donc, on se retrouve à 80 pieds de profondeur, à descendre vers un cul-de-sac, dans un couloir décoré d'une façon extraordinaire. Et je regardais ça, puis je me disais, c'est super beau, c'est dommage qu'on n'ait pas ça chez nous. Comment je pourrais faire pour ramener ça chez nous? Donc là, je me suis dit, bien, je pourrais scanner. Si j'avais une machine pour scanner, je peux prendre une photo, mais une photo, c'est jamais comme quand on est là-bas. Alors, j'ai pensé scanner ça, parce que vous avez peut-être compris que ça me prend des défis informatiques pour m'intéresser aux choses. Et je me suis dit, ouais, il y a sûrement moyen de scanner ça, d'obtenir un objet 3D numérique. Pas en le mesurant, mais en obtenant les véritables données directement de l'objet. Donc, ça s'appelle de la photogrammétrie. Ça existe. Ça a été créé dans la fin des années 1800. Oui, puis c'est 25 points au Scrabble. Si on ne sait pas ce que c'est, bien, ça peut toujours servir à ça. La photogrammétrie, c'est la seule fiche technique que j'ai. C'est une technique qui est basée sur l'effet de parallaxe. Un objet ne se présente pas à nous de la même façon selon qu'on le regarde d'un certain angle ou qu'on le regarde d'un autre angle. Les deux points qu'on identifierait sur l'objet ne sont pas à leur même position relativement à notre regard. Et si on sait ça, on est capable de calculer où sont situés dans l'espace ces deux points-là, en ayant deux images de référence qui nous présentent ces deux points-là de deux façons différentes. Donc, c'est une technique de modélisation basée sur l'effet de parallaxe. Ça permet de créer un modèle 3D numérique, mais qui est une copie exacte de l'objet. Et c'est utilisé couramment de nos jours. Je pense qu'on utilise surtout le laser plutôt qu'une caméra optique. Un laser pour mesurer des milliards de points sur un objet et avoir une précision au millimètre près de l'objet. Donc, en revenant à Montréal, c'était l'hiver, je me suis dit, ouais, OK, on va s'essayer sur quelque chose. Donc, j'ai identifié rapidement l'épave du Sophia, qui est une petite dracar de bois qui est échouée dans la baie de Rockport. C'est facile à les joindre. Si on va faire des tests, c'est à 50 pieds de profondeur. On est près de la sortie. Donc, on a commencé par ça. Et j'ai obtenu des résultats assez potables, mais suffisamment probants pour me dire, bien, OK, il y a moyen de numériser un objet au Québec, en Ontario, dans des conditions de plongée qu'on connaît, c'est-à-dire avec une visibilité qui n'est jamais très grande. Pourtant, la caméra a besoin de voir. Deuxième test qu'on a fait, c'est celui-là. On est allé au Herbert Gaskin avec Sylvain Marcotte, qui m'a beaucoup aidé sur le plan technique pour caméra pour trouver ce qu'il fallait, éclairage également. On est allé sur le Gaskin du bar, donc avec chacun 2 cylindres et tout ce qu'il faut comme préoccupation de sécurité. Et le but, c'était de photographier le devant seulement et voir si j'étais capable, dans un logiciel de photogrammétrie, d'envoyer les photos puis d'en sortir un objet. Et ça a fonctionné, ça a donné ça, carrément. Donc, je me suis dit, OK, à ce moment-là, on arrête les petits objets, je scanne le Gaskin au complet. Bon, vous connaissez tous, c'est un ancien 3 mâts de bois qui est devenu une barge, si je comprends bien.
mis à l'eau en 1863, coulé en 89. C'est 132 pieds de long par 26 pieds de large. Caractéristique de plongée, ça repose à 60 pieds d'eau, donc il peut y avoir de la décompression si on est à l'air et on reste suffisamment longtemps, un peu plus d'une heure, 1 heure ou un peu plus. Il faut tenir compte de ça. À 800 pieds du bord, donc c'est 20 minutes de palmage aller, 20 minutes de palmage revenir. Donc il faut en tenir compte pour ce qui est de nos réserves d'air et pour revenir sécuritairement. Dans un courant sans scooter, dans un courant faible à modéré, le courant est surtout présent à l'aller, sur la ligne, parce qu'il y a une ligne, si vous ne le savez pas, qui part du bord, qui va jusqu'à l'épave. Et le courant devient une contrainte dont il faut tenir compte vers la fin. On peut même s'épuiser si on travaille mal. Rendu à l'épave, on est à l'abri du courant par l'épave. Le courant est plutôt faible aux alentours, puis en général, ce n'est pas un problème. Ceci dit, j'en parle comme si c'était un peu un détail, mais allez jamais du bord au Gaskin si vous plongez avec un seul cylindre. C'est vraiment pas sécuritaire. Est-ce que tu as une vidéo de cette partie? Oui. Les enjeux, quand on plonge là, pour faire du scannage ou peu importe, il y a 2 marinas situés à l'ouest, donc il y a beaucoup de bateaux qui sortent, et en plein été, il peut y avoir du trafic au-dessus de sa tête. Si on y va en charter, c'est une chose. Si on y va du bord, c'est vraiment autre chose. En charter, on descend à l'épave, on remonte sur le bateau. On peut partir à la dérive, bon. Mais quand on plonge du bord, on n'a pas... Il faut vraiment tenir compte du fait qu'au-dessus de notre tête, il peut y avoir des bateaux et des hélices qui passent. Donc, moi, quand j'ai abordé ce genre de plongée-là, ça a toujours été dans une optique technique en me disant, bien, je dois plonger comme s'il y avait un couvert au-dessus de ma tête et que je ne pouvais pas sortir. Ce n'est pas une option pour moi de faire surface à cet endroit-là. Donc, il y a la distance et bien, il y a la voie de navigation du fleuve Saint-Laurent. Les bateaux passent juste à côté. Ça, c'est le trajet qu'on fait typiquement pour se rendre là si on n'est pas en scooter. Je vais sauter la vidéo de le petit extrait que je voulais faire parce que ça fait quand même un bout de temps que je parle. Ouais. Bien, la photogrammétrie, c'est prendre plusieurs photos d'un objet et se promener autour en 3 dimensions. Et il faut avoir un overlap, un chevauchement entre 2 photos de 60 en général, ouais, pour faire de la bonne photogrammétrie. Donc, il faut vraiment planifier nos clics et comme ça, se promener tout autour. J'ai vite réalisé que ce n'était pas faisable. Moi, j'ai fait ça avec une GoPro. Et peu importe avec quelle caméra on fait, quand on clique, on bouge notre appareil un peu, l'appareil peut être flou. Et là, à ce moment-là, ce qu'on prend, ce n'est pas une belle photo de quelque chose, c'est qu'on prend des données qui vont être traitées par un ordinateur. Donc, si l'image est floue, il n'y a pas de données. Il y a très peu de données, les données ne sont pas fiables. Ça nous prend des bonnes données. Donc, j'ai compris que c'était plus simple de faire un film, donc de partir sa caméra et filmer tranquillement l'objet, complètement, faire le tour. Et ensuite, chez soi, c'est assez simple d'extraire des photos. Une photo, c'est 30 images secondes, 60 images secondes. Donc, on calcule à quelle vitesse on va et on extrait 3 photos secondes, 5 photos secondes, 10 photos secondes pour avoir le bon taux de chevauchement. C'est pour ça que ça donne des données astronomiques comme 48 977 photos. Ça m'a tout de même pris 19 plongées, 37 heures en tout. Ça s'est fait en un été. Je pense que je l'ai. Ouais. En 2019, donc ça a été mon été de plongée finalement cette fois-là, de mai à septembre. Le traitement des données s'est fait avec le logiciel Metashape, qui est un logiciel commercial de photogrammétrie. Je ne sais pas. Ah, ok, je comprends. Pose pas la question. Le logiciel, il va identifier sur chaque photo des points
qui ont une signature numérique distincte avec un algorithme quelconque. Chaque point est identifiable par une signature. Cette signature-là est unique pour chacun des points. Donc, il prend une photo, il va identifier des milliers de points qui ont une signature distincte. Prochaine photo, j'identifie des points qui ont une signature numérique et je traite comme ça les 10 000 photos que je lui ai données à manger pour cette plongée-là. Ensuite, il va comparer chaque signature avec les autres pour voir s'il ne retrouve pas la même signature entre deux photos. Ça veut dire qu'il a trouvé le même point sur deux photos. Il voit une partie du même objet sur deux photos. Et en comparant des points qu'il trouve sur deux points qu'il trouve sur la même photo, il est capable de trouver l'angle et la position de ce point-là dans un espace 3D. Donc, le logiciel, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer un nuage de points. Et c'est ça qu'on a devant nous, c'est un nuage de points clairsemés. Là-dessus, j'ai 4 millions de points. Pour chaque point, le logiciel est allé chercher la couleur qu'il y avait sur la photo. Donc, déjà, on a une idée de l'objet, mais on n'a pas encore un treillis 3D avec des textures. 200 000. Oui. Quand je te disais que j'ai fait trop haute résolution, je me suis ramassé. Une fois que j'ai ça, le logiciel est capable, entre deux points, de trouver d'autres points. Donc, d'enrichir mon modèle avec plusieurs points et il crée un nuage plus dense. Cette fois-ci, j'ai 200 millions de points dans cet objet-là. Je n'ai pas encore un véritable objet. C'est juste un nuage de points qu'il y a là devant moi. Ce qui est intéressant à noter, c'est toute la verdure, par exemple, qu'il y a ici. Bien, c'est la chenoute, c'est les algues, et c'est l'eau qui est verte. Et parfois, le logiciel va confondre le vert de l'eau avec un objet qui est là. Donc, je me suis ramassé avec pas mal de bruit et j'ai travaillé fort pour en enlever beaucoup. Là-dessus, il n'en reste pas beaucoup. Il y en avait une tonne. Vous pouvez remarquer aussi l'encre quand vous arrivez à l'épave qui est en bas. Et le sol aussi, ça fonctionne bien. Donc, j'ai scanné le sol. Ça, c'était assez facile. Je palmais tranquillement en filmant le sol. Je filmais finalement des moules zébrés. C'est ça que je filmais. Oui. Je pense que je suis rendu au bout de film. Oui. Oh, Jesus. Il va faire ça, c'est As-tu passé dans le trou? Non. Est-ce que tu vas partager ça sur Scopédia? On a besoin de plongée, on l'a vu. C'est vraiment cool. Bravo. Oui, on le voit mieux là qu'en réel. Ben, c'est ça. On voit-tu un nain de jardin? Un nain de jardin. Vraiment cool. Donc, voici le Robert Gaskin. Félicitations. Ouais, ça termine ma présentation. J'avais 2-3 points à vous dire. Bien, j'ai fait, j'ai mis en ligne cette vidéo-là sur YouTube. Je peux vous la partager. Je ne suis pas avare du travail que j'ai fait. Moi, je me suis amusé à faire ce truc-là. Je me suis amusé. Ma récompense, ça a été des bouts de film, des modèles. Mais une fois que c'est fait, ça ne m'intéresse plus. Donc, ça peut peut-être intéresser les autres. Ça, c'est l'optique dans laquelle je travaille. Donc, j'ai fait un site web pour le Log23, qui est log23.ca, qui contient 2-3 choses. Et aussi thousandislandshipwrecks.ca, qui était censé contenir plein d'objets que j'allais numériser. Il y en a un, c'est le Gaskin. Peut-être qu'il va y avoir le Kinghorn un jour quand je vais m'attaquer à ce projet-là.